Bonjour chers amis, donc bienvenue dans la suite du corrigé de la série qui est réservée au phénomène d'induction électromagnétique. Donc j'ai corrigé toute cette série, effectivement il me reste l'exercice numéro 7. Bon, je n'ai pas donné la solution parce qu'il ressemble à un exercice que j'ai déjà corrigé, mais comme certains demandent le corrigé de cet exercice, donc voilà, je vous propose le corrigé de cet exercice 7 qui va s'intéresser à l'étude de l'induction et surtout à parler de ce qu'on appelle les courants de Foucault. Donc on va parler de ces courants-là, de la puissance créée par ces courants et comment ils sont créés, ces courants de Foucault. Donc voilà l'exercice, il s'agissait de courants dans un four à induction, ce qu'on appelle le courant de Foucault. Donc on vous dit un cylindre conducteur non magnétique de conductivité sigma de rayon A, de longueur L très très grande devant A. Donc cette hypothèse, ça signifie tout simplement qu'on va travailler avec l'hypothèse d'un solénoïde infini. Donc, est placé à l'intérieur d'un long solénoïde, d'un long solénoïde. Donc, c'est là on parle du solénoïde comportant n spires par unité de longueur. Donc, si on vous dit un long solénoïde, effectivement, c'est ça l'indication qui nous dit que le solénoïde est infini. On va placer juste un conducteur très lent à l'intérieur du solénoïde qui comporte n spires par unité de longueur. Ce solénoïde est parcouru par un courant sinusoïdal variable avec le temps de pulsation oméga d'intensité maximale I0. Ça veut dire I est égal à I0 cosinus par exemple, sinus oméga t. On ne précise pas, l'essentiel c'est de pulsation oméga et courant maximal I0. Déterminer la distribution volumique des courants induits dans le cylindre par variation temporelle du champ magnétique créé par le solénoïde. On néglige le champ magnétique créé par les courants induits. Ensuite, calculer la puissance moyenne dissipée par effet Joule dans l'unité de longueur de ce cylindre, c'est-à-dire pour une longueur L est égale à 1. Donc voilà, vous avez un conducteur massif de longueur L qui est très grand devant le rayon de ce cylindre. Donc là, c'est le cylindre de rayon A. Donc cette longueur, elle est très grande. Ce conducteur, on va le placer à l'intérieur de ce solénoïde. Ce solénoïde est parcouru par un courant variable. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ce courant variable va créer un champ magnétique variable. Ce champ magnétique, je suis dans le cas d'un conducteur maintenant placé dans un champ variable, champ magnétique variable. Il va y avoir bien sûr variation de flux. Qui dit variation de flux dit création d'une force électromotrice induite, donc d'un courant induit, donc d'une densité volumique de courant qu'on va essayer de calculer et par conséquent d'une perte d'énergie par effet Joule. Bien. Bon, tout le monde sait que pour un solide infini, ça permet de créer un champ magnétique à l'intérieur du solide infini qui est donné par mesure NI suivant K. Donc voilà l'axe Z, voilà le vecteur K. Donc si le courant circule dans ce sens, vous voyez bien que le champ va être suivant K. Mais bien sûr, ce I il est variable. Si c'est un courant sinusoïdal, le sens du courant va être aussi sinusoïdal. Donc ce champ variable dans le barreau magnétique, dans ce cylindre magnétique, va créer un flux variable dans le temps. Parce que si vous avez le flux, par définition, c'est l'intégrale de B d de S. Si B varie avec le temps, donc vous avez un flux qui varie avec le temps. Or, d'après la loi de Faraday, si le flux varie avec le temps, vous allez avoir automatiquement création d'une force électromotrice qui est donnée E par moins d de phi sur d de t. Quel type d'induction on a dans ce cas-là? On a le cas d'un conducteur ou bien circuit fixe dans un champ variable. On est dans le cas de Neumann. On va déterminer l'expression du champ électromoteur responsable de déplacement des électrons, ou bien c'est ce qu'on appelle le champ électromoteur de Neumann. Bien, donc vous avez deux façons de déterminer ce champ électromoteur. Donc voilà, j'ai représenté ici le solénoïde, voilà le conducteur massif. D'abord la symétrie, quelle sera la direction de potentiel vecteur associé à ce champ électromagnétique créé par le courant variable I de t. Donc on sait que B est suivant au Z. Donc quelle est la symétrie ici? Donc si je prends un point M quelconque ici, vous voyez bien que le plan MER-EZ, donc c'est-à-dire le plan MER-EZ, c'est le plan qui coupe longitudinalement le cylindre. C'est un plan de quoi? C'est un plan d'antisymétrie. C'est un plan d'antisymétrie. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Ce plan-là,
C'est un plan d'antisymétrie parce que vous voyez bien ce courant-là, on a un point symétrique, le courant est dans le sens opposé. Donc c'est un plan d'antisymétrie. Le potentiel vecteur suit les mêmes règles de symétrie que le champ électrique. Donc il va être perpendiculaire à ce plan d'antisymétrie. Quel est le vecteur perpendiculaire à Z sur θ? Et bien sûr, puisque le cylindre est infini, vous avez invariance par translation, par rotation. Donc le potentiel vecteur ne dépendra que de R. Si vous connaissez le champ magnétique et on vous demande de déterminer A, vous avez deux façons, deux méthodes. Soit vous appliquez B égale la rotationnelle de A sous forme locale, soit vous l'appliquez sous forme intégrale, et la forme intégrale de B égale la rotationnelle de A, c'est la circulation de A d de L suivant un contour gamma fermé, est égal au flux de B d de S à travers quelle surface? La surface entourée par ce contour gamma. Des fois, la forme locale, c'est plus simple. Des fois, la forme intégrale, c'est plus simple. Ça dépend d'exercice. Ici, je vais vous donner les deux méthodes. Commençons par la forme intégrale. Bon, la forme intégrale, il faut d'abord préciser gamma. Et bien sûr, S, une fois qu'on précise gamma, la surface S, c'est la surface entourée par gamma. Comment préciser gamma? C'est la symétrie de A. Puisque A est suivant au θ, obligatoirement, le contour gamma, ce sera un cercle. Je vais calculer la circulation de A suivant un cercle de rayon petit r est égal au flux de B à travers la surface bleue entourée par le contour gamma. Bon, comme A ne dépend que de R, donc A il est constant sur ce contour, donc sa circulation va être A fois 2 pi R. Le flux de B, bien sûr, il est constant ici, il ne dépend que de temps, il ne dépend pas de l'espace, donc ce sera B fois PR carré. Donc je déduis tout de suite que A est égal à B fois R sur 2. Si je connais le potentiel vecteur, je peux déduire tout de suite le champ électromoteur de Neumann, c'est moins d de A sur d de t. Le seul terme qui dépend du temps ici, c'est B. D'accord? Donc là, faites attention. Donc le champ électromoteur, j'ai déjà reçu cette question, c'est moins d de A sur d de t. Avec A, bien sûr, A, c'est B, R sur 2 suivant au θ. Mais ça, c'est le potentiel vecteur, on a un point M donné. Donc ce point M, R est fixe, θ est fixe, ils ne dépendent pas du temps. Donc si je dérive A par rapport au temps, je dérive uniquement cette quantité et pas le vecteur θ. Donc la dérivée du champ électromoteur, le champ électromoteur, c'est la dérivée de B par rapport au temps moins R sur 2 suivant au θ. Voilà, si on connaît bien sûr l'expression de I, vous pouvez le remplacer ici et déterminer l'expression exacte du champ électromoteur. Bien. Une fois qu'on a déterminé le champ électromoteur, les courants induits, bien sûr, ça sera sigma fois E, puisqu'on vous dit la conductivité de conducteur, c'est sigma, c'est la loi d'Ohm. Donc sigma, donc la densité de courant, ça sera moins sigma R sur 2 d de B sur d de t suivant au θ. Donc vous allez avoir du courant circulaire qui tourne suivant au θ à l'intérieur de ce conducteur. Et bien ces courants-là, c'est ce qu'on appelle les courants de Foucault. Donc chaque fois que vous avez un conducteur placé dans un champ magnétique variable, il va être parcouru par des courants de Foucault qui vont chauffer ce matériau. Bien, on peut faire une remarque ici. Est-ce que la loi de Lenz est vérifiée? Qu'est-ce qu'il nous dit la loi de Lenz? Le courant induit va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Qu'est-ce qui donne naissance au courant induit ici? C'est la variation du flux, la variation de B avec le temps. Et vous voyez bien que si d de B, si B augmente, d de B sur d de t va être positif. Vous voyez bien que le courant va être suivant moins Eθ. Donc le signe moins, c'est à cause ou grâce, si vous voulez, à la loi de Lenz. Donc le courant induit s'oppose toujours à la variation du champ magnétique. Plus exactement à la variation de flux qui est due dans ce cas-là à la variation du champ magnétique. Bien. Maintenant, pour calculer A, bien sûr, on peut utiliser directement la forme locale, B égale la rotationnelle de A. Sauf que pour appliquer cette formule, il faut d'abord utiliser la symétrie. Voilà l'expression de rotationnelle en coordonnées cylindriques, ça paraît compliqué, mais si on sait que le potentiel vecteur est le suivant, Eθ, il ne dépend que de R, ce terme égale à 0, 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 ce terme égale à 0. Je garde que V de θ, mais comme il ne dépend pas de Z, c'est 0. Donc il va me rester juste 1 sur R, D sur D de R fois A. Ça, bien sûr, c'est égal à B. Donc j'intègre. Donc R fois A égale à B, R carré sur 2. Donc A égale à B, R sur 2 plus C sur R.
Si R tend vers 0, ce terme tend vers l'infini. Donc, obligatoirement, la constante C égale à 0 parce que le potentiel vecteur doit être fini. Et on retrouve, bien sûr, même résultat, B fois R sur 2. Voilà. Bien. Continuons maintenant pour calculer la puissance. Quelle est la puissance moyenne dissipée par effet Joule dans une longueur unité? Eh bien, d'abord, il faut savoir la définition de la puissance communiquée à la matière. Par définition, c'est J scalaire E. Or, J est égal à sigma E, donc ça vous donne sigma fois E au carré. Sachant que E, champ électromoteur, c'est ce qu'on a déjà calculé, c'est moins R sur 2 D de B sur D de T. Donc la puissance, ça sera D de P fois D d'auto. D d'auto, c'est un élément de volume en coordonnées cylindriques, ça c'est D d'auto. Je remplace E par sa valeur et j'intègre bien sûr D de B sur D de T. Il est constant, il dépend du temps, mais il est constant dans l'espace. Donc, il va vous rester juste l'intégrale de R3 sur 4 D de R entre 0 jusqu'au rayon total du cylindre. Et ça vous donne cette expression-là. Donc, vous voyez bien que la puissance dissipée dépend de la variation du champ magnétique avec le temps. Donc, si vous avez D de B sur D de T, c'est une fonction sinusoïdale. Vous savez que la dérivée par rapport au temps est proportionnelle à oméga. Donc, ce terme va être en quelque sorte oméga carré fois R à la puissance 4. Donc ça, c'est la puissance par unité de longueur. Il suffit de diviser par H. Donc ça, c'est en fait P sur H. Puissance par unité de longueur. Alors, si vous voulez, je peux le noter grand P. C'est P divisé par H. Ça va donner sigma fois P divisé par 8. D de P sur D de T au carré fois R à la puissance 4. Donc voilà comment on calcule la puissance dissipée par effet Joule. Bon, ça, c'est la méthode la plus simple. Vous avez une autre méthode, c'est un peu relativement compliqué. On va utiliser la définition de la résistance. Vous savez que la résistance, par définition, R est égale à 1 sur sigma L sur S, la résistance d'un conducteur. Eh bien, on va utiliser cette méthode-là. Donc, je vais découper ce conducteur-là en un morceau de conducteur d'épaisseur D de R, de largeur D de Z, et voilà, dans le conducteur massif. Donc, ce conducteur-là, il est parcouru par une densité de courant J. Et la force électromotrice induite, on a dit que E fois 2πr. Donc, A, c'est le champ électromoteur fois 2πr. Je remplace E par J sur sigma et ça me donne J 2πr sur sigma. Quelle est la résistance de cette partie-là? Donc, vous voyez bien, si je le coupe, ça va me donner un cylindre très long de longueur 2πr et d'épaisseur combien? Et d'épaisseur D de Z fois D de R. D'épaisseur D de Z fois D de R. Donc la résistance de cette partie-là, ça sera, que je note D carré de R, 1 sur sigma, longueur divisé par la surface. La longueur c'est 2πr, la surface c'est D de Z fois D de R. D de Z fois D de R. Voilà. Donc la force électromotrice induite dans cette partie-là, ça sera loi d'Ohm, RI carré, ou bien RI carré, c'est ça. Donc ça c'est juste la force électromotrice, U égale à RI, hein, pas la puissance, ça c'est la force, la tension induite, c'est R fois I, donc I fois la résistance. La résistance, je l'ai noté D carré de R. Et la puissance dissipée, soit E fois I ou bien E carré sur R, donc E carré sur la résistance de cette partie-là, que je note toujours D carré de R. Bon, après, il suffit d'intégrer pour déterminer la puissance totale. Donc D carré de P, c'est E carré sur D carré de R, et je remplace D carré de R par sa valeur E sur I. Donc là, c'est E carré sur, donc E carré, D carré de R, c'est E carré sur I. Donc E carré, voilà, E carré. Bien, donc là, voilà l'expression, bon, voilà, poursuivre, voilà l'expression de D carré, donc je prends cette expression-là et je la remplace ici. D'accord? Donc, ça sera E carré multiplié par sigma D de R D de Z sur 2πr. Voilà, E carré multiplié par sigma D sur 2πr. Maintenant, je remplace E carré par sa valeur. Donc, E carré, c'est J carré 4πr carré sur sigma carré. Voilà. Et à la fin, je trouve tout simplement D carré de B, D carré de P. Je remplace aussi l'expression G0 par sa valeur. Donc, je connais son E. Et je retrouve D carré de P. Après, il suffit d'intégrer deux fois, d'intégrer par rapport à R, intégrer par rapport à Z entre 0 et H, par rapport à R entre 0 et grand R, et vous trouvez exactement la même expression.
Bon, l'idée de cette deuxième méthode, hein, comme je disais, il suffit juste de comprendre l'idée. Hein. Je dis, c'est pas évident, hein, cette deuxième méthode. Donc, on va couper le cylindre, on va le prendre un petit cylindre hein, d'épaisseur de rayon petit r et d'épaisseur D2R, D2Z. On va calculer sa résistance avec la formule classique de la résistance, 1 sur sigma, la longueur divisé par la section. Mais je préfère bien sûr la première méthode. C'est beaucoup plus simple. La puissance communiquée, c'est J scalaire E. Après, vous trouvez directement la puissance communiquée par effet Joule au conducteur. Donc vous voyez bien que si j'en place un conducteur dans un champ magnétique variable, vous avez toujours un phénomène de chauffage. Maintenant, ça dépend si on veut faire utiliser, le but d'utiliser l'induction, c'est le phénomène de cuisson. Donc, on a intérêt à augmenter ces phénomènes de chauffage. Par contre, si on utilise des composants électroniques, bien sûr, on a intérêt, par exemple, dans les transformateurs, on a intérêt à minimiser le courant de Foucault. C'est pourquoi on feuillette en général le conducteur massif par des isolants. Et le but de ces isolants, c'est d'empêcher justement la circulation de ces courants de Foucault. Ah, d'accord, ou bien de créer juste des parties dans le vide, de le séparer, de le feuilleter. Et ce feuilletage permet de minimiser ces courants de Foucault et donc de réduire les pertes par effet Joule. Donc voilà pour cet exercice. Vous avez bien sûr la série complète sur la chaîne. Elle est disponible sur la partie électromagnétisme. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.